Bonjour, mon nom est Louise Otis. Je suis une ex-juge de la Cour d'appel du Québec. Je me suis retirée de la Cour d'appel il y a déjà quelques années. Maintenant, je suis professeure adjointe à la Faculté de droit de l'Université McGill où j'enseigne la négociation et la médiation. En même temps, je suis médiateur et arbitre dans le secteur privé, civil et commercial, mais aussi je vis au niveau international comme présidente du tribunal d'appel de l'OCDE, présidente du tribunal d'appel de l'Office de la francophonie et membre du tribunal de EUMETSAT, qui est l'agence satellitaire européenne. Et je participe régulièrement à des missions de réforme des systèmes de justice internes des organisations internationales. On va bien préciser que notre entrevue aujourd'hui consiste à parler du secteur civil et commercial. Alors, l'arbitrage dans le secteur civil et commercial est un mode de règlement des disputes et des conflits. C'est un mode de règlement des litiges qui est conduit par des tiers neutres qui sont des arbitres et qui se termine par une décision. Donc, c'est une forme privée de justice d'autorité. Alors que la médiation est tout autre. C'est également un mode de résolution des conflits, mais c'est un processus de négociation qui est conduit par un tiers neutre. Alors, il n'y a pas de décision ici. Il s'agit simplement pour le médiateur de faciliter le dialogue constructif entre les parties afin qu'elles, les parties, en arrivent à une solution. Donc, c'est un peu comme si c'était les parties qui allaient écrire leur propre jugement. Mais les deux sont des modes qui sont prisés maintenant en justice civile et commerciale privée. Quand j'enseigne, je dis préparation, préparation, préparation. Il faut que les médiateurs connaissent leur dossier sur le bout des doigts. Alors, ça veut dire, et là ici je parle aux médiateurs qui ont une formation de droit, et non pas parce qu'il y a des médiateurs qui sont comptables, fiscalistes, ingénieurs, mais pour les médiateurs qui sont avocats, donc avoir une très bonne connaissance du dossier et en posséder tous les aspects substantiels. Et ensuite, au fur et à mesure de la médiation, bien sûr, les parties vont vous nourrir des faits. Ils vont vous informer sur tous les aspects essentiels du différend qui les oppose. Mais d'abord, là où la médiatrice doit être extrêmement bien préparée quant au fond du litige. Habituellement, les médiateurs vont demander, et c'est plus sophistiqué maintenant que ça ne l'était autrefois, on va demander soit des rencontres pré-médiation dans les dossiers assez complexes. Je pense par exemple à la médiation environnementale qui va amener dans la salle de médiation plusieurs acteurs du secteur public et privé. Alors on va dire, pour clarifier les questions avant qu'on ouvre solennellement la médiation dans la rencontre plénière, nous allons nous rencontrer en pré-médiation et individuelle, donc chaque partie avec le médiateur pour cerner le litige et permettre au médiateur d'être bien prêt. Et ensuite, dans les litiges commerciaux surtout, on va demander d'avoir un exposé, très bref, un exposé détaillé des moyens, des difficultés de la médiation qui est donné confidentiellement et non pas partagé avec l'autre partie. Ceci encore pour permettre au médiateur d'acquérir une bonne connaissance, on dirait, profonde du dossier. Puis ensuite, on peut entrer dans la médiation. Donc, préparation, c'est essentiel. Deuxièmement, il faut que les médiateurs aient une bonne connaissance de ce qu'on appelle la négociation. Il ne faut jamais oublier que les médiateurs sont des négociateurs neutres. Ce sont d'abord des négociateurs. Ils doivent connaître comment s'opère une négociation, comment se fait le jeu de la négociation, comment s'engage le dialogue, comment permettre aux parties de continuer à dialoguer malgré ce qui va ressortir pendant les médiations, qui va être le ressentiment, la colère, les sentiments d'injustice et permettre que la négociation puisse quand même continuer malgré tous les différends qui surgissent. Donc, ça prend des bonnes capacités de négociateur. Pour vos étudiants qui vont aller dans les cabinets privés et qui vont faire du litige, ils vont développer ces qualités-là lorsqu'ils préparent les procès, en interrogeant leurs clients, en contre-interrogeant au prétoire. Alors, ils vont apprendre comment aller chercher l'information, comment la divulgation de l'information se fait, c'est très important. Ces qualités-là seront les mêmes qu'ils auront lorsqu'ils vont devenir négociateurs. Ils vont juste y mettre la neutralité, la manière de ne jamais engager de demeurer impartial dans le processus de divulgation de l'information.
Et encore maintenant, je dois avouer que presque à chaque médiation, j'apprends quelque chose. C'est les parties qui m'instruisent. Donc, on n'en finit pas de connaître l'âme humaine, d'explorer toutes les ramifications de la conscience. C'est à la fois de maîtriser ça et encore, je reviens, il faut quand même connaître les aspects substantiels du droit parce qu'on nous soumet d'abord, c'est un litige ou alors c'est un conflit qui n'a pas encore été amené devant les tribunaux, mais c'est ça qu'on nous donne. Donc, il faut quand même connaître très bien son droit. La difficulté la plus importante, et je fais sourire mes étudiants quand je leur dis un médiateur professionnel, quelqu'un qui fait de la médiation depuis longtemps, qui a une bonne expérience, commence à gagner son argent lorsqu'arrive le dilemme. Parce que dans presque toutes les médiations, il arrive un point de rupture. Hein, on est engagé, on discute, on communique, on échange notre perception du dossier, on peut s'excuser à l'occasion, on peut reformuler les questions, paraphraser, mais il arrive un moment où non, là, ça ne va plus. Et là, les parties, tu vois dans leur visage, les parties qui vont dire « bon, mais c'est terminé ». Et c'est là que le médiateur va entrer en scène et comment dénouer l'impasse et comment faire en sorte que ce qui semblait bloqué, soudainement, on va ouvrir les voies et on va développer d'autres options. Mais là, chaque cause est tellement spéciale et particulière dans tous les secteurs du droit. Mais comment dénouer une impasse, c'est la qualité ultime des médiateurs. Il arrive qu'on ait entamé le processus de dialogue, de discussion, de négociation et qu'on ait oublié un aspect important. Et je le dis toujours, il y a toujours un conflit caché derrière un conflit apparent. Hein? À vous et à tout le monde qui m'entend, je dis toujours, rappelez-vous du dernier conflit que vous avez eu et vous allez sûrement être capable de me dire, oui, c'est vrai, on a discuté de ceci pendant 1 heure, mais au fond, moi, là, ce que j'avais sur le cœur, c'était ceci, et ça, je ne le disais pas. Il y a souvent un conflit caché qui se dissimule derrière le conflit exprimé et apparent, et c'est au médiateur d'aller chercher ce conflit. Je donne toujours l'illustration des navires de la marine marchande anglaise qui étaient très sophistiqués et qui avaient des voiles qui se hissaient jusqu'au ciel et qui étaient avec des mâts qui étaient très forts. Et on savait qu'il suffisait d'un tout petit fil rouge bien dissimulé qu'on tirait qui faisait venir tout le mât, toute la voile. Et là, c'est ça, il faut que le médiateur soit capable d'aller tirer ce petit fil rouge pour être capable d'aller chercher le véritable conflit et de dénouer l'impasse. C'est souvent le cas. Il arrive aussi qu'on n'ait pas mis à jour un élément fondamental de la discussion. Et c'est au médiateur de découvrir en disant, mais est-ce que vous n'avez pas songé à, et on développe des options. Dans l'impasse, il faut vraiment devenir créatif. Et parfois, il s'agit tout simplement, je dirais, d'un élément psychologique qui était au cœur du débat et qui n'a pas été touché. Par exemple, dans les litiges familiaux, il peut s'agir du décès d'un enfant, il peut s'agir de l'une des parties qui a eu une maladie grave et de cela, on n'en avait jamais parlé. Et finalement, pendant la médiation, en abordant et en permettant à tout le monde de s'exprimer sur cet aspect, on enlève une pression, une intensité énorme au conflit et on peut enfin l'amener au niveau de la rationalité. Le conflit, c'est une mésentente qui n'a pas encore été traduit dans une instance judiciaire, porté devant une instance judiciaire et traduit en des procédures, alors que le litige l'a été et la plupart du temps, les médiateurs sont appelés les médiateurs avocats avocats sont appelés pour régler des litiges. Donc, ça veut dire qu'ils ont déjà fait l'objet de procédures judiciaires et c'est là qu'on intervient. Maintenant, il y a des instances très particulières qu'on voit souvent maintenant, c'est les litiges de construction et qui peuvent être extrêmement complexes. C'est très utile d'avoir architecte ou ingénieur parce qu'ils vont tout de suite être capables de saisir la substance du dossier. S'il y a des vices de construction, ils vont les comprendre immédiatement, mais souvent, ils vont s'adjoindre des juristes. Même chose pour un conflit environnemental. Il est parfois extrêmement utile d'avoir avec soi des biologistes ou des gens qui sont formés, des géologues, des gens qui sont formés sur la substance même sur laquelle repose le litige. Même chose en droit médical. Mais si je peux m'exprimer ainsi, les avocats ont cette capacité infinie d'être capables de se plonger dans à peu près tous les litiges. Ça, je le remarque,
Je l'ai vécu comme avocate, je l'ai vécu comme juge. Quand on vient à nous et qu'on est juge, on nous apporte des dossiers de droit médical, de droit environnemental, de droit commercial, de droit des corporations. Et les juges ne sont pas nécessairement des experts dans tous ces secteurs du droit. Mais j'ai remarqué que les juristes, dès le départ, on a cette capacité d'être capable de déchiffrer les litiges sur des matières substantielles qui ne sont pas nécessairement notre véhicule cognitif. On l'a, on le développe, c'est notre expertise. Donc, c'est pour ça que vous allez voir les médiateurs avocats dans une somme, une quantité absolument incroyable de litiges pour lesquels ils n'ont pas de formation en génie ou en architecture. C'est notre domaine. En fait, n'oubliez pas ce que nous sommes. Les avocats, nous sommes les professionnels du conflit. Nous le sommes. Et maintenant, ce que nous apportent ces décennies, les dernières décennies et celles qui viennent, ils nous apprennent que nous ne sommes pas seulement les maîtres du contradictoire ou ce qu'on appelait le procès, mais notre rôle dans les décennies qui viennent va d'être des maîtres du dialogue utile et productif. On a toute cette connaissance du droit substantiel, on a toute cette connaissance des conflits. Pourquoi on ne pourrait pas s'en servir maintenant pour dénouer les litiges au lieu de les faire décider par une justice d'autorité? Ça, on va le faire. Il va toujours y avoir 15-20% des litiges qui doivent être décidés par les cours parce que nous avons besoin, pour la règle, la stabilité du droit, nous avons besoin de connaître la réponse. Ça va. Mais au moins 75-80% des dossiers peuvent se régler par la médiation, par la négociation assistée. Et ça, il faut développer nos aptitudes et c'est tout un changement de mentalité qui s'opère actuellement. Moi, je trouve que ça va bien et la transmutation se fait assez bien, mais nous allons devoir changer notre mentalité. Nous ne sommes pas seulement les experts du contradictoire, mais nous sommes les experts du médiationnel aussi. Nous avons à discuter des protocoles pré-instance, préjudiciaires. Il faut s'entendre. Il va falloir, les juges vont nous demander, ils vont demander aux avocats de s'entendre à presque chaque étape du contradictoire. Donc, on a maintenant introduit la négociation au travers du contradictoire. Donc, c'est toute une autre justice que celle où on s'envoyait simplement des procédures puis on se rencontrait pour la première fois devant le tribunal. Maintenant, ça va être à chaque étape. Et ensuite, on a maintenant la médiation qui fait partie chez nous. On a la chance unique au monde d'être une des premières juridictions mondiales à avoir une justice hybride où on a introduit la médiation à l'intérieur même des tribunaux. C'est fantastique. Alors donc, la médiation ou le dialogue pacifique a fait son entrée au sein même des tribunaux. C'est fascinant. Et les avocats participent. Nous, comme on a eu la chance d'avoir cette introduction du médiationnel dans l'ordre judiciaire depuis déjà 2002, par les premiers amendements au Code de procédure civile, nos avocats ont déjà toute une formation puis ont déjà commencé à changer leur mentalité à cet égard. Ce que, lorsque je visite des pays à l'extérieur, je me dis, ils sont juste au début. Ils sont là où on était, nous autres, voici 10-15 ans. Alors nous, notre barreau a quand même énormément évolué à cet égard. Et les avocats que vous formez maintenant, c'est pas les avocats qu'on formait voici 25 ans. Vos avocats, tout de suite, savent la balance entre les deux niveaux de pouvoir. Ils savent qu'il y a des cas où on a besoin d'un jugement. Donc, on aura besoin d'un procès. On aura besoin d'une adjudication sur des points de droit. Ça va. Puis, ils savent qu'il y a des dossiers. Non. Le mieux-être de mon client ou de ma cliente et les solutions pacificatrices s'imposent dans ce dossier-là et au bénéfice de tout le monde. Et ça, c'est ce que j'appelle la part sociétale, de la médiation qui va, je l'espère, amener la société à se tenir loin des guerres. Tout le monde peut être médiateur. Chacun apporte dans la salle de médiation ses qualités inhérentes. Je dis parfois, il y a des médiateurs qui sont extrêmement énergiques. J'en suis une probablement. Très énergique, très dynamique. Et ils vont insuffler cette énergie dans la salle pour rapprocher les parties. Vous avez des médiateurs qui sont d'une patience infinie et ils vont permettre au processus de se dérouler sûrement et lentement sans presser les parties et cette qualité-là va s'imposer dans la salle naturellement. Personne ne va sentir que c'est trop long. Comme avec le médiateur énergique, personne ne va sentir que c'est trop rapide parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Si vous vous transfigurez pour entrer dans une salle de médiation, vous n'êtes déjà plus le bon médiateur. Il
faut rester ce que l'on est, mais apporter dans la salle de médiation des qualités de pacification. Hein? Ce n'est pas une énergie qui va se transformer en colère, c'est une énergie calme. Hein? Et la même chose, cette patience doit devenir une patience active dans le but de pacification. Donc, ne jamais se décourager, tout le monde et toutes les personnes ont ce qu'il faut pour devenir médiateur. Il suffit juste d'amener ces qualités du côté de la pacification. Habituellement, les demandes monétaires sont celles qu'on formule au début. C'est-à-dire, d'abord, quand on a une médiation, comprenez que ce qu'on négocie en premier, c'est l'agenda. Il faut bien précis, il faut que ce soit très encadré. Alors, on négocie notre agenda et dans l'agenda, on négocie tous les sujets qui vont être négociés et l'ordre de négociation. C'est très important, toute l'astuce du médiateur est là-dedans. Alors, voici que ce sujet-là n'était pas mentionné ni dans l'agenda, ni dans l'ordre des priorités, ni même dans l'ordre secondaire des priorités, ni même dans l'ordre secondaire des matières à discuter. Et ça arrive la dernière journée. Alors, les parties se rappellent que là, ils ont eu affaire aux médiateurs énergiques moins de bonne humeur. Et en disant comment fait-on pour introduire une demande monétaire substantielle alors que le processus est terminé et le rapport de force est exercé entre les parties. Alors, j'ai pris 15 minutes. Je me suis retirée. Et là, je vous avoue, vous allez me dire comment vous l'avez trouvé. Qu'est-ce que c'est que l'intuition, Aminata? L'intuition, c'est l'état de grâce de la connaissance. Hein? C'est l'expérience amenée à son maximum. C'est ça l'intuition. C'est pas je me suis levée puis ça m'est venu à l'idée. Ce que j'ai fait, je me suis tout simplement retirée du débat. J'ai demandé au président de l'entreprise et j'ai demandé à l'un des négociateurs pour les groupes environnementaux qui était la personne la plus calme et qui était la personne qui vivait dans les lieux mêmes, environnementaux, dans les lieux mêmes où était située l'entreprise, de se rencontrer seul, sans médiateur et sans avocat, et d'entamer la discussion. Les parties, au bout d'1 heure et demie, avaient réglé le dossier. Et voyez-vous, je sentais que si ça venait de moi, qui allait dans une des salles et dire « Ah, à propos, voici une demande qui vous est présentée dont on n'a jamais parlé », qu'est-ce que j'aurais recueilli? Moi, j'aurais recueilli beaucoup de colère et beaucoup de ressentiment, et c'est normal, il l'aurait traduit vers moi, mais pour moi, aller le porter à l'autre partie. Et je me suis dit, comme ils ont presque 95% de toutes les matières qui ont été décidées, tout a été fait harmonieusement, avec fermeté, mais harmonieusement. Et il reste maintenant un os qui vient d'émerger. Pourquoi je ne les laisserais pas prendre leurs responsabilités face à leur conflit? Et pourquoi est-ce qu'ils ne le régleraient pas eux-mêmes? Et ça a marché. Alors, voyez-vous, ça, c'est ce que tu appelles une option de créativité qui arrive et qui a permis aux parties elles-mêmes, qui se connaissaient depuis plusieurs journées et qui ont été capables de dénouer le conflit. Et savez-vous ce que ça a fait en plus? Ça a créé une harmonie dans tout le monde. Tous parce qu'ils ont un suivi prodigieux, là, cette médiation-là. Il y a des comités de suivi environnementaux qui sont créés et ça a permis d'établir une espèce de collaboration intime directement d'une partie à l'autre qui se poursuit maintenant. Donc, ça a été très bien. Dans un autre dossier, qui est un dossier de nature familiale, lorsque j'étais à la Cour d'appel, le litige arrive donc après avoir traversé l'instance judiciaire en Cour supérieure, que les parties, qui étaient des personnes fortunées, aient témoigné et il s'agissait devant nous d'une question patrimoniale, donc d'une question monétaire. Mais c'était extrêmement acrimonieux, les parties ne se parlaient pas, jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'une des parties s'adresse à moi et me dit, vous savez, et ce jour-là, quand je suis arrivée chez moi, et l'un des avocats va dire, on parle d'argent, on doit régler, on a nos états financiers, nos fiscalistes avec nous. Le médiateur n'interrompt pas les avocats. Les avocats sont les personnes de première ligne qui représentent les parties. Jamais un médiateur ne doit interrompre un avocat. Donc, on a terminé sur le point qui ressortait aux états financiers et je savais, par cette espèce de communication en médiation, on lit le gestuel, on lit tout.
Je savais qu'il fallait que j'y revienne et quand j'y suis revenue, j'ai dit « Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes revenu et que vous avez monté les escaliers? » Et là, il a témoigné du suicide de leur enfant. Et c'était la première fois que cet homme et cette femme avaient la chance, dans le contexte judiciaire, de pouvoir communiquer la détresse énorme qu'ils ont vécue et qui n'était pas encore faite. Lorsqu'ils ont eu la chance d'entreprendre cette discussion, et ils l'ont fait, l'un avec l'autre, au bout de 2 heures, le dossier financier était réglé. Alors, très souvent, c'est le petit fil rouge. Hein? C'est le petit fil rouge qui détache les mâts des grands voiliers anglais qu'il faut apprendre à tirer. Ça, on va le chercher en étant extrêmement attentif à ce qui nous est communiqué, à la gestuelle, au contexte et à la préparation très profonde qu'on a eue du dossier.